femme forte, la femme résiliente, celle d'impact est célébrée. Coucou à tous chers internautes. Aujourd'hui 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. C'est l'occasion parfaite pour toutes les femmes du monde entier de faire un récap sur les combats menés afin de réorienter les objectifs, les adapter en fonction du contexte et de sa période. Et vous aussi, cher monsieur, c'est l'occasion idéale pour offrir à une femme de votre vie ce qu'elle vous a toujours demandé. Dit-on, à chacun son combat. Aujourd'hui, comme toujours, nous faisons la promotion du leadership féminin. Nous discutons de thèmes relatifs à la femme, avec des invités de qualité et des invités de marque. La toute première que nous recevons sur le plateau de Burkina Faso est une femme d'impact, une femme courageuse et une femme battante. Ex-conseillère municipale de la ville de Bobo, elle est membre de Lions Club et Toastmaster International. Elle est juriste fiscaliste et lorsque je dis juriste à côté, vous le savez très bien. Je parle de Madame Adja Mariam Sidibé. Bonne arrivée, Madame, sur le plateau de Burkina Faso. Merci beaucoup. C'est un plaisir et un honneur pour nous aujourd'hui de vous recevoir. Alors, quels sont déjà vos mots à l'endroit de nos internautes pour cette journée de 8 mars, la célébration des droits de la femme? Qu'est-ce que vous avez à dire à nos internautes? Bonjour ou bonsoir les internautes de Burkina Faso. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être sur le plateau aujourd'hui, qui est un jour important pour les droits et l'épanouissement de la femme, en général de la femme burkinabé en particulier. Je nous souhaite à chacun de nous une très bonne réflexion pour l'amélioration des conditions de vie de la femme burkinabé. Merci beaucoup. Alors, chers internautes, comme je le disais tantôt, nos interactions ici sont avec des invités de qualité et surtout des invités de marque. Notre deuxième invité de ce numéro est un passionné du monde de la communication et du marketing. Commercial expérimenté, il est un acteur incontournable dans le monde de la santé sexuelle et reproductive. En ce sens, il est le président de l'Association des jeunes acteurs pour la santé sexuelle et reproductive, mais aussi le manager général des débats sans tabou et concours national d'art oratoire sans tabou. Très engagé pour le développement de la gente féminine, il accompagne également les jeunes filles dans l'art oratoire. Vous l'aurez très bien deviné, je parle du coach Franck Kaboni. Je le reçois tout de suite sur le plateau de Burkina Faso. Bienvenue à vous, monsieur Kaboni, sur le plateau de Burkina Faso. Merci beaucoup à Burkina Faso pour l'invitation. C'est un immense honneur et un privilège pour moi de m'entretenir avec les charmants téléspectateurs qui sont fidèles à cette émission. Bonjour, bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors, journée de célébration des droits de la femme, quels sont vos mots à l'endroit de nos internautes pour cette journée? Mes mots à l'endroit des internautes de Burkina Faso pour cette journée, c'est que je tire mon chapeau à ces femmes qui se battent jour et nuit, corps et âme, pour donner un sens au mot leadership féminin. Je vous tire mon chapeau. Leadership féminin, c'est le mot ou l'expression qui nous réunit ce matin. C'est autour du thème leadership féminin, une question d'accès ou de culture. C'est autour de ce thème que nous allons discuter. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, madame, comment définissez-vous déjà le leadership féminin? Ok, le leadership féminin, déjà le leadership c'est quoi? C'est la capacité d'une personne ou d'un groupe d'impacter ou d'influencer. Donc le leadership féminin, ce sera simplement la capacité des femmes à impacter, à influencer et à diriger dans des domaines tels que l'économie, la culture, la politique, etc. Le leadership féminin, on a l'habitude de le dire, ce n'est pas une opposition au leadership masculin, mais c'est un plus, ça veut dire c'est les qualités intrinsèques de la femme qui accompagnent ce leadership-là, telles que l'intelligence émotionnelle, l'empathie et autres. D'accord. Monsieur Kaboni, je reviens à vous. Comment vous pouvez définir le leadership féminin? Le leadership féminin, très simplement pour moi, c'est le fait qu'une jeune fille, une femme, puisse se donner des objectifs et les réaliser. C'est le fait en fait qu'une femme se dise de cette manière qu'un individu X, qu'il soit homme ou femme, qui atteint des résultats, qui impacte dans sa société, qui atteint des objectifs, qu'une jeune fille puisse se dire, moi également j'ai les mêmes outils pour atteindre ces objectifs-là, il suffit juste que j'ai la volonté de me mettre à l'action. C'est ça qui est le leadership féminin pour moi. D'accord. Alors, lorsqu'on parle de poste de direction, est-ce que pour vous les femmes sont vraiment suffisamment représentées aujourd'hui dans les postes de direction, au Burkina Faso en particulier? Malheureusement, les femmes ne sont pas représentées au niveau des postes de direction parce que nous sommes ancrés dans une certaine culture professionnelle qui font croire à la majeure partie des managers que les femmes ne sont pas aptes à occuper ces postes
de direction. Je m'explique. C'est un constat qui est malheureux, mais c'est que la majeure partie des RH que je côtoie me font savoir qu'on ne peut pas compter sur les femmes. Parce que quelque part où on peut demander à un homme manager de faire des heures supplémentaires et de descendre à 20 h, une femme dira qu'il faut que je descende à 18 h parce que je dois aller m'occuper de mon foyer, de mes enfants. Pour moi, ce sont des barrières qui ne tiennent pas la route pour la simple raison que ce même RH a une femme à la maison à qui il demande d'avoir ces mêmes exigences en termes de gestion de la famille. La flexibilité doit être vraiment au rendez-vous dans les sociétés pour qu'on puisse dépasser ces petits quiproquos et se dire réellement que les femmes ont ce pouvoir, que les femmes peuvent et que les femmes doivent être suffisamment représentées au niveau de ces postes de direction. Alors madame, sur cette question de représentation des femmes à des postes de direction, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Ça ne sera que redondant que de répondre parce que M. Kabone a déjà dit l'essentiel. C'est les femmes, souvent on va trouver un service où on va dire il y avait un employé, 10 hommes, 10 femmes, ça c'est une parité. Mais ça c'est au niveau du bas de l'échelle. Lorsqu'on monte un peu plus haut, pour les postes de responsabilité, les managers d'équipe, les directeurs, on va trouver que la plupart du temps, malheureusement, ce sont des hommes pour les raisons qu'il a déjà évoquées. Alors, est-ce que la culture d'entreprise même actuelle favorise le leadership féminin? Plus ou moins, parce que comme il parlait des RH, moi je suis recruteur et juste à côté on a l'opportunité de recruter pour des entreprises. Et généralement ce que nos entreprises nous demandent, il y a certains postes où on vous dira clairement on ne veut pas de femmes, on veut que ce soit un homme. Si c'est secrétaire là, ça va. Ce qui va être spécial même, c'est de voir un homme, quelqu'un dit que je veux un homme comme secrétaire. Ou la femme, quand on va trop te demander, on va dire la comptable, parce que les femmes, elles ont une gestion saine de l'argent. Mais quand quelqu'un va aller à DAF, à des têtes des opérations, à des têtes d'exploitation, on va te dire pour la plupart du temps, il me faut un homme parce que ce travail est contraignant, parce que ça demande beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. Je ne veux pas une femme qui va me dire que son mari ne l'a pas autorisé à faire ce déplacement-là. Donc la culture d'entreprise d'aujourd'hui tend à faire en sorte que les femmes puissent être dans des postes qui ne sont pas clés. D'accord. Alors, M. Kabone, la culture d'entreprise n'est-elle même pas un frein au leadership féminin? Pour moi, la culture d'entreprise actuelle au Burkina Faso, de l'expérience que j'ai dans les entreprises, en tout cas, est un réel frein pour le développement de la femme dans ce milieu. Parce qu'au lieu d'avoir des politiques inclusives qui vont favoriser le genre, ces entreprises se basent uniquement sur le quota genre. En causant avec beaucoup de personnes, ils vont se dire attention, nous sommes en train d'avoir trop d'hommes, il va falloir qu'on pense aussi à recruter une femme. En faisant ça, on va étiqueter des postes où on va dire qu'au niveau de ces postes, on veut des femmes. Et les autres postes, on ne recrute que des hommes, comme elle le disait tantôt. On va dire voilà, secrétaire, voilà, là-bas, on va prendre une femme. Et DAF, comptable, on va prendre une femme. Et pourtant, non, c'est juste des stéréotypes qu'il va falloir qu'à un certain moment, on puisse laisser tomber et favoriser réellement les CV qui sont devant nous. Uniquement sur cette base, pas pour dire pour ce poste on veut un homme, pour ce poste on veut une femme. Si un homme veut devenir secrétaire, qu'on le permet de devenir secrétaire, et si une femme veut devenir DAF, qu'on le permet de devenir DAF. Simplement que ça. D'accord. Au vu de ces difficultés-là, comment on peut encourager les femmes à prendre des postes de responsabilité dans les entreprises? Le meilleur moyen pour encourager les femmes à prendre des postes de responsabilité, c'est d'abord à travers la formation. Donner l'opportunité aux femmes de se former, parce que ne devient pas responsable qui veut mais qui peut. Il faut qu'on parle également de ça. Il ne faut pas que les femmes vont se mettre derrière le quota genre, comme on impose d'avoir une femme responsable, juste postuler et on va prendre un CV, excusez-moi, juste médiocre, juste pour boucler le quota genre. Il faut qu'on puisse donner de la latitude, l'opportunité aux femmes de se former, de faire le terrain pour avoir cette expérience nécessaire à occuper les postes de responsabilité. C'est le bon employeur d'aujourd'hui qui est le bon responsable de demain. Mais si pour certains postes, on écarte déjà les femmes, comment cette femme peut avoir cette expérience-là pour en tout cas capitaliser un jour pour être responsable dans une entreprise? Alors madame, pour vous, comment peut-on encourager les dames pour prendre les postes de responsabilité? Déjà, la première chose à faire pour moi, c'est que la société puisse trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale pour les femmes. La plupart des femmes, quand tu vas leur demander,
elles vont dire, c'est pas que je ne veux pas, mais je dois aller chercher mon enfant à l'école à 17h. Quand je rentre, c'est moi qui dois faire la cuisine. Donc vraiment, ce travail-là, il va être trop prenant pour moi. Mais imaginons une société où l'homme et la femme s'entraident, où les tâches et ménagères, où il n'y a pas des tâches où on dit spécifiquement il faut que ce soit la femme qui le fasse. Ou si une femme trouve une aide ou un aide, il y a des femmes aujourd'hui, il y a une femme que je suis sur les réseaux sociaux, elle disait qu'elle, ça fait des années, elle ne prépare plus chez elle parce que son travail est très prenant. Et son mari comprend. Ils ont décidé de recruter un boy cuisinier. Et c'est une charge mentale en moins pour elle. La charge mentale d'aller chercher les enfants, d'aller faire la cuisine. Quand tu as ça en moins dans la semaine, ça te permet d'accepter certains postes de responsabilité. Mais c'est aussi briser les stéréotypes dans la société, les préjugés, je veux dire, qui font des femmes leaders, des femmes qui sont passées par la promotion canapé, des femmes qui sont des femmes faciles et autres. Ça décourage certaines femmes et certains hommes à accompagner les femmes. Ça, c'est le changement social qu'on doit avoir. Maintenant, pour moi, il faut que les programmes que vous autres vous dirigez, par exemple, instaurent des programmes de mentorat, que les jeunes filles puissent avoir des femmes modèles à qui se référer. Parce que dans tous les domaines aujourd'hui, j'ai regardé la dernière fois une femme, une Adja même, qui était conductrice de camion. Elle fait les voyages, elle va au port de Lomé, elle revient. Quand tu es jeune fille et que tu vois ça et que c'est ce métier qui te plaît, tu peux te permettre de rêver de le faire parce que déjà, quelqu'un a réussi. D'accord. Comme vous l'avez si bien dit, les femmes aussi peuvent occuper ces postes de responsabilité-là et pouvoir les gérer à merveille. Alors, quelles sont les qualités spécifiques que les femmes apportent au leadership dans leur domaine spécifique? Ok, je le disais tantôt dans ma définition de leadership féminin, c'est cette spécificité que les femmes ont naturellement, l'intelligence émotionnelle. On dit qu'un leader, c'est savoir être à l'écoute des gens que tu diriges. Une femme dirigeante, elle va sentir rapidement qu'un tel, il ne va pas bien, ou quand je dis ça, ça touche à la sensibilité de telle personne. Et aussi l'empathie, la capacité de la femme de se mettre à la place des autres, mais aussi la capacité de la femme à faire plusieurs choses à la fois. Depuis qu'on est petite, on est formaté à gérer plusieurs tâches à la fois. Donc quand tu es une femme responsable, c'est quelque chose auquel tu es habitué. Je vais m'arrêter là pour permettre à M. Kaboné de continuer. Monsieur Kaboné, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ces tâches spécifiques que les femmes peuvent apporter? Ce que les femmes apportent comme qualité, je pense qu'elle a déjà tout dit, si je peux me le permettre, parce que l'intelligence émotionnelle est quelque chose que nous, les hommes, nous avons beaucoup négligé, surtout dans nos prises de décision, parce que notre société également nous a également formaté à être le bras de fer dans le foyer, et c'est ce même comportement qu'on adopte à l'entreprise, souvent en prenant des décisions qui sont extrêmement rigides, là où on pouvait prendre des décisions plus sociales, plus compréhensibles, pour en tout cas favoriser la cohésion dans ce groupe. Ça, c'est un talent que les femmes ont naturellement, qui leur permet d'impacter plus en termes de leadership féminin. Monsieur Kaboné, quand vous dites ça, ça me rappelle quelqu'un qui disait une fois que si le monde était dirigé par des femmes, il n'y aurait pas eu de guerre entre les États, il y aurait juste des États qui ne se parlent pas. Genre on va se bouder 2 jours et puis ça va passer. Mais le temps d'aller déclencher la bombe nucléaire, ça va être un peu compliqué pour les femmes. D'accord. Alors Madame Sidibé, pour vous, est-ce que la culture africaine et même religieuse n'est pas un frein au développement du leadership féminin? Okay, merci beaucoup pour cette question qui me semble assez difficile à répondre parce que c'est une question à laquelle on ne peut pas dire oui ou non de prime abord. Parce que la culture africaine, de par le passé, a connu quand même des grandes figures féminines. On a connu les Amazones du Dahomey, la reine Pokou, Iyenega Chenou, Imi Ouattara, des femmes qui ont impacté l'histoire politique et économique de notre pays. Dans la religion aussi, on a connu par exemple la première femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est Khadija, qui était une grande commerçante, une femme influente. Sûrement aussi que dans les autres religions, il y a eu des figures féminines comme ça. Du coup, dire de prime abord, oui, la culture africaine et la religion sont des freins à l'épanouissement de la femme, c'est un peu difficile. Moi, je pense que c'est la société, avec le temps, qui s'est beaucoup masculinisée. La femme a perdu assez de place sur le terrain, de la politique surtout, de la nouvelle économie, cette économie moderne qui tend à aller travailler dans le bureau. Sinon, la femme africaine, elle a toujours travaillé
dans certains villages, on voit qu'il y a le champ familial et la femme a toujours eu son petit champ à côté où elle fait ses bonbons et autres. Les femmes au village ont toujours transformé le beurre de karité, le soumbala pour les vendre. Et ces revenus ont toujours été à elles. Il suffit même de sillonner nos villes, nos campagnes pour voir que les femmes continuent toujours de travailler. Là où le frein est, c'est comme je le disais, c'est la vie moderne. Femme présidente, femme ministre, femme députée. Là, il y a beaucoup de travail à faire. Alors, M. Kabouni, sur cette même question, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Je dirais simplement que c'est une question d'interprétation. Parce qu'elle a d'abord commencé par parler de la religion musulmane où il y a des exemples palpables. Cette même religion, de nos jours, on peut interpréter que c'est une religion qui met la femme au second plan comparativement à l'homme. Même au niveau de la prière, comme on appelle à la mosquée, les hommes sont devant, les femmes sont derrière. Et la mosquée est gérée uniquement par des hommes. Les décisions, elles s'imposent uniquement aux femmes où elles sont reléguées à des tâches non responsables comme nettoyer les WC, balayer l'intérieur de la mosquée. Laver les tapis. Voilà, c'est un fait réel qui est là que nous constatons dans nos quartiers. Une jeune fille qui évolue dans cet environnement-là, elle est, excusez-moi, un peu influencée par tout cet environnement qui fait que si elle veut se trouver des excuses pour ne pas agir, elle a beaucoup d'excuses pour ne pas agir. Je dis bien des excuses parce qu'il y a cet environnement, mais il y a beaucoup de femmes qui excellent, que ce soit maintenant, dans le passé et même j'en suis sûr, dans le futur, il y a des femmes qui vont toujours exceller. Maintenant, revenons à la culture africaine proprement dite, parce que nos religions sont importées. La culture africaine proprement dite, il y a certaines cultures qui mettent la femme au second plan, comme il y a des cultures également qui mettent la femme au premier plan. Il y a beaucoup d'ethnies au Burkina Faso où c'est la femme qui part travailler et l'homme reste à la maison s'amuser avec les enfants. Comme il y a beaucoup de cultures également d'autres où la femme doit rester à la maison, où c'est l'homme qui part, doit aller chercher l'argent et puis revenir, comme par exemple chez nous les Moussi. Voilà, je parle en profondeur de ce que je vis quotidiennement. Où le Moussi peut te dire clairement, le travail que tu fais, si on te paye 200 000, reste à la maison. Moi, je vais te payer les 200 000 pour que tu restes juste à la maison. Je n'ai pas envie que ma femme travaille sous l'autorité de quelqu'un, je veux que ma femme reste à la maison. Ça, c'est des freins, comme je le disais tantôt, à ce que les femmes puissent s'épanouir dans le milieu moderne. Dans le milieu moderne, comme elle a dit, femme députée, femme président, comme ce que nous on veut voir. C'est essentiellement ça que je peux répondre à la question. D'accord. Tantôt, vous avez parlé d'excuses. Est-ce que les femmes aujourd'hui elles-mêmes sont aptes à occuper ces postes de responsabilité-là? Est-ce qu'elles ont les bagages nécessaires pour prendre part à ces postes de responsabilité? Les femmes ont le bagage nécessaire, mais force est de reconnaître, ça me fait mal au cœur, c'est vraiment un pinceau au cœur quand je dis ça. Les femmes ont la capacité, mais il y a beaucoup de femmes qui pensent elles-mêmes qu'elles n'ont pas ces compétences-là. Il y a des femmes où si tu les approches, j'ai vu telle opportunité sur les réseaux sociaux, j'aimerais que tu postules. Et dis non, je préfère que tu donnes ça à mon frère. Parce que psychologiquement, il y a certaines femmes qui se sentent inférieures vis-à-vis des hommes et qui se plaisent dans cette situation. Madame, quand on parle d'émancipation de la femme, il y a des voix masculines qui disent ok, si c'est comme ça, on va faire 50-50 au restaurant. Il y a certaines femmes qui se disent bon, moi je ne t'ai jamais dit que je voulais être émancipée. Je me sens bien dans ce cocon où je reste à la maison, tu pars chercher l'argent et puis je m'occupe de la famille. Ça me plaît très bien, je veux même rester dans ça. Ça nous renvoie tantôt au problème d'ambition. Il faut réellement qu'on puisse faire comprendre à ces jeunes filles qu'elles peuvent le faire. Il suffit juste qu'elles soient ambitieuses, qu'on laisse tomber les excuses sans tête ni queue, comme quoi c'est la religion, comme quoi c'est la culture. On nous a enseigné que la place de la femme c'est à la cuisine, on nous a appris tout ça. Mais on voit quand même des femmes, des jeunes filles de notre génération qui sont extrêmement impactantes. Mais à la base, si vous fouillez dans le genre de toutes ces femmes, il y a eu quelque part où quelqu'un les a tendu la main pour les faire comprendre, pas forcément économiquement, mais surtout psychologiquement, pour les faire comprendre, tu es capable de le faire, donne-toi les moyens de le faire et tu vas y arriver. Il y a un dicton de chez nous qui dit, si on t'invite à une table et que tu pars trouver que toutes les chaises sont remplies, va chercher une chaise et tu viens t'asseoir. Savoir saisir les opportunités. Mais il y a certaines femmes qui se disent, non, il ne faut pas trop forcer. On m'a invité, je suis parti trouver, la table est remplie, pour ne pas me faire voir, je rentre chez moi. Ça c'est dépassé. Merci. Malheureusement, il faut se faire voir. Il faut se battre pour avoir de la place
à la table. Parce que sur cette même table, tu vas te rendre compte qu'il y a des hommes qu'on n'avait même pas invités, mais il s'est invité lui-même et il est venu saisir son opportunité. Merci, M. Kagone. Je peux? Oui, c'est très intéressant pour moi parce que à certains endroits, il y a des gens qui te disent: ah, toi, tu ne dois pas être une femme facile à gérer. Je dis, la façon dont mon mari et moi on se gère, ça c'est notre foyer. Je peux être soumise à la maison, ça c'est mon droit. Mais je ne suis pas la femme de tous les hommes quand même. Donc on est dehors, au dehors, on se bat à égalité. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. Une femme, quand elle se dit elle est soumise, elle va aller à la classe, elle est assise au fond de la classe, elle n'a pas d'opinion. Ah, c'est ça, ce que vous dites, c'est ça. On peut être ce que tu veux, c'est ça à la maison, ça c'est notre droit. Mais dehors, mes soeurs, faisons l'effort d'être dans la compétition. Ça, je suis extrêmement, je suis plus que d'avis avec vous. Parce que les gens font une certaine amalgamation entre le fait de se battre à l'extérieur de la maison pour saisir les opportunités et tenir tête à son mari à la maison. Il y a des femmes qui tiennent tête à leur mari qui disent: mais qu'est-ce que tu crois? Je suis une femme moderne. Si tu voulais une femme qui ne te tient pas tête, il fallait marier une villageoise. Je suis désolé. On n'avait rien compris du leadership féminin. On peut même appeler ça du professionnalisme. Mon papa est colonel de gendarmerie. C'est au camp il commande ses hommes. Quand il rentre à la maison, moi je n'ai pas besoin d'un colonel de gendarmerie. Moi j'ai besoin d'un père. C'est la même chose pour la femme. Je veux une femme battante dehors, qui atteint ses objectifs. Mais à la maison, je n'ai pas besoin d'une battante. J'ai besoin d'une femme soumise pour éduquer mes enfants. Il faut qu'on puisse tous faire ce contraste-là. Ne mélangeons pas les choses, sinon on ne va jamais se comprendre dans cette histoire de leadership féminin. D'accord. Alors, vu ces multiples difficultés-là, pour vous, comment peuvent-elles déjà surmonter ces obstacles-là? Comment elles peuvent surmonter ces obstacles-là pour se hisser un peu haut? C'est hisser haut. Il faut d'abord que les femmes comprennent que l'avenir d'aucune femme ne dépend de la fente d'une jupe. Il faut d'abord qu'on s'inculque ça. Parce qu'elle parlait tantôt de ça. Smarty. J'ai beaucoup aimé cette phrase dans la chanson de Smarty parce qu'elle dépeint réellement notre réalité. Beaucoup de femmes sont convaincues de leur condition de femme. Je suis femme, je suis belle, j'ai les formes, les choses doivent venir à moi facilement. Il y a des femmes même qui se disent même, si le corps ne marche pas, je vais courir avoir un bon mari et puis ou bien je vais être la deuxième femme quelque part, ou bien la quatrième femme quelque part, juste pour être à l'aise. Il y a des femmes même qui se plaisent même dans le fait d'être mère célibataire. Je fais mes enfants, maintenant le reste, je fais ma best life pour ne pas avoir de problème. Donc, il va falloir que les femmes se disent clairement, c'est vrai que je suis une femme, je suis belle, j'ai des formes, les hommes également sont beaux. Ça, il faut qu'on se dise, les hommes également sont beaux. C'est vrai. Voilà. Ils ne comptent pas sur ça. Mais ils ne comptent pas sur ça. Donc, que les femmes ne regardent pas, les jeunes filles ne regardent pas ces femmes entre griffes battantes, qui se basent uniquement sur leur beauté, sur leur corps, qui se laissent habiller par des hommes, loger par des hommes. Elles se disent que moi je ne suis pas dans la facilité. Je suis obligé de te dire qu'il y a des hommes aussi, hein, le phénomène des gigolos. Oh, oui, ça vient. Parce que bon, ils sont en train de copier sur les femmes. Parce que si une femme est belle et qu'elle se gargarise de ça pour réussir sa vie, qu'est-ce qui m'empêche, moi aussi jeune homme charmant, de vouloir faire pareil, vu que le monde est en train d'aller vite, d'évoluer, d'aller très vite même. Donc, je reviens à ce que je disais, il faut que les femmes se disent, c'est vrai, je peux choisir le chemin de la facilité, mais je suis ambitieuse, je veux me battre pour l'atteinte de mes objectifs. Se battre pour l'atteinte de ces objectifs, il faut d'abord avoir des objectifs. Et ça nous renvoie au côté mentorat, au côté, comme on appelle, de modèle à suivre. Un homme peut avoir pour modèle une femme également peut avoir pour modèle un homme. Et dans beaucoup de domaines précis. Je prends un exemple particulier. Dans l'art oratoire, moi, le modèle que je me suis inspiré pour me lancer, c'est Mathilde Panot. C'est une femme. Députée socialiste. Mais ses interventions, je ne dis pas que je suis d'accord avec ses idées, mais son éloquence m'a beaucoup impacté. Je me suis dit, il faut que moi aussi j'arrive à faire pareil. Ça, c'est un modèle que j'ai vu à la télé. C'est ça qui m'a fait d'abord me lancer. Une fois que je me suis lancé dans la chose, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes sur place qui ont ces capacités-là, à qui je peux me référer pour bénéficier de leur expérience, parce que ce sont des aînés, ce sont
des devanciers que je veux prendre comme modèle local pour en tout cas évoluer dans ce domaine-là. Et les femmes, c'est la même chose. Une fois que vous arrivez, lors de mes formations, je traite beaucoup avec les jeunes filles. Et il y a des filles qui se mettent au fond de la salle, comme elle le disait tantôt, qui se disent s'il y a quelque chose, volontaire choisi, elles ne vont jamais se lever la main. Mais il suffit que toi tu forces, tu parles, ok, cette fois-ci c'est toi, tu vas gérer, et tu te rends compte qu'elles gèrent mieux que mes homologues masculins. Je disais tantôt hier au grand, je dis le jour où les femmes vont prendre conscience du talent réel qu'ils ont, nous les hommes on sera en danger. Donc c'est d'abord psychologique d'abord. C'est dire qu'on peut le faire, on va le faire, mais surtout être ambitieux, ne pas tomber dans le gain facile. D'accord. Alors Madame Sidibé, quelles sont les suggestions que vous pouvez faire pour le développement du leadership féminin? Ça serait de revenir sur ce que Kagone a dit, parce que c'est essentiellement ça. Trouver des modèles de femmes pour les jeunes filles, avoir des programmes de mentorat, que la société puisse donner l'opportunité à ces femmes-là d'évoluer, trouver les voies et moyens pour alléger le travail domestique des femmes, pour les permettre de s'épanouir dans la société. D'accord. Alors nous sommes déjà à la fin de notre émission. Situé à Bobo-Dioulasso, plus précisément au secteur 21, non loin du conseil régional, le restaurant Moonshado est un cadre idéal pour des rencontres d'affaires et des sorties détentes, mais aussi pour toutes vos cérémonies telles que des baptêmes, des mariages, des anniversaires et des dîners. Pour tout besoin, n'hésitez pas à nous contacter au 57 70 81 59 ou le 65 08 39 93. Fidèles internautes de Burkina Faso, nous sommes de retour sur le plateau et cette fois-ci nous passons à notre jeu de la boîte magique. Alors le principe il est simple, vous tirez juste un bout de papier dans la boîte et c'est un défi qu'on vous lance. Ok. Je peux commencer par vous. Chantez-nous votre chanson préférée. Ok. Waouh, j'ai plein de chansons préférées. Hein. Tu chantes laquelle? Waouh. Déjà mon artiste burkinabé préféré c'est Smarty. Waouh. Donc allez-y, allez-y. Est-ce l'ombre ou lumière? Dites Dieu seul sait. Dieu seul sait. Miracle ou mystère? Dieu seul sait. Est-ce passé le chemin? Dieu seul sait. Comment sera le lendemain? Dieu seul sait. C'est bon. Vous avez une très belle voix surtout. Merci. Alors, on passe la main à Monsieur Kagone. Voilà. Il vient malade. J'ai remis. Quel est votre plus grand regret? Mon plus grand regret, c'est de m'être dispersé. Il y en a qui pensent qu'il faut être partout, faire beaucoup d'activités pour être au top niveau. Non, moi je trouve que c'est une grande erreur. Parce que nous sommes dans un monde où tout le monde a des connaissances, tout le monde a des diplômes, tout le monde a des capacités. Donc on ne veut pas de généralistes, on veut plus des spécialistes, on veut quelqu'un qui est bon à faire quelque chose. Voilà, donc mon plus grand regret c'est de m'être dispersé à un certain moment de mes études où j'étais partout et à la fin je me suis retrouvé nulle part à la fois. Voilà, si je m'étais spécialisé dès ce moment sur les choses que je voulais réellement dans ma vie, je pense que j'aurais pu mieux faire. Il n'est pas trop tard. Alors nous sommes déjà à la fin de notre interview avec vous. Alors madame, quel est votre mot de fin à l'endroit de nos internautes? Ok, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis avec attention. J'espère que le peu de choses qu'on a eu à se dire sera utile, surtout pour des jeunes filles quelque part dans ce monde, qu'on aurait réussi à faire germer en elles la graine de l'espoir. Pour nous, c'est possible. Merci. Alors, Monsieur Kagone, votre mot de fin? Le mot que moi j'ai, c'est plus à l'endroit des jeunes filles. Ne vous laissez pas influencer par ces personnes qui disent que les jeunes filles doivent être ci, les jeunes filles doivent être ça. C'est uniquement les jeunes filles qui ont le pouvoir de décider de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils veulent devenir dans leur vie. Personne n'a ce pouvoir-là sur vous.
même pas vos parents. C'est à vous de prendre les décisions les mieux éclairées pour vous, mais il est toujours mieux d'avoir des mentors, des modèles, des personnes sur qui vous pouvez vous baser pour atteindre vos objectifs. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. C'était un plaisir et un honneur pour moi de m'entretenir avec vous sur la question du leadership féminin. Fidèles internautes, j'espère bien que chacun de nous a pu tirer quelque chose de cette interview. On se retrouve tout de suite pour la partie 2. Nous sommes de retour sur notre plateau. Cette fois-ci, nous discutons de la thématique relative au 8 mars au Burkina Faso cette année. La ville de Dédouou abritera la cérémonie officielle sous le thème « Crise sécuritaire et humanitaire, quelle stratégie pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole des femmes ?» Pour dire que ce matin, nous discutons de l'entrepreneuriat agricole des femmes, l'un des leviers importants pour le développement ou l'amélioration des conditions de vie dans nos ménages. Pour cette discussion, nous recevons un expert du domaine, titulaire du certificat de qualification professionnelle option fermier agricole. Il est agronome de formation, jeune entrepreneur agricole et promoteur de Agrel Burkina. Il est aussi le président de l'Association des jeunes entrepreneurs agricoles des Hauts-Bassins, secrétaire général du Collège des jeunes de la Confédération paysanne du Faso, trésorier général de l'Association des techniciens professionnels agricoles du Burkina Faso. Il est aussi formateur endogène en agroécologie. Chers internautes, vous êtes d'accord avec moi que notre invité du jour est un expert du domaine. Recevons-le tout de suite sur le plateau de Burki Mousso, M. Ali Ouattara. Bienvenue à vous, M. Ouattara, sur le plateau de Burki Mousso. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Alors déjà, quel est votre mot à l'endroit de nos internautes pour cette journée de commémoration des droits de la femme? Alors merci beaucoup, je pense que vraiment la journée du 8 mars dédiée aux femmes est une journée vraiment très cruciale parce que s'il n'y en avait pas, il fallait qu'on le crée parce que ça permet aux femmes de faire le bilan de tout ce qu'ils font et qu'est-ce qui les manque et comment ils vont faire pour pouvoir avancer. Donc vous conviendrez avec moi, je suis très content de cette journée, voilà pourquoi je me suis habillé en rouge comme toi, pour dire que cette journée est vraiment pour nous tous. D'accord. Alors, le thème du 8 mars cette année au Burkina Faso, c'est crise sécuritaire et humanitaire au Burkina. Quelle stratégie pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole des femmes? Okay. Déjà, quel est l'impact même de l'entrepreneuriat agricole des femmes sur le développement de l'économie au Burkina? Alors, pour dire qu'à ce niveau, il faut noter que les femmes ont vraiment leur place dans le développement de l'économie, notamment agricole au niveau du Burkina Faso, parce qu'ils contribuent vraiment à la création d'emplois. Et également aussi, je vais ajouter entre guillemets la conservation des ressources naturelles, notamment l'eau et les plants, et puis beaucoup d'aspects qui rentrent dans ce volet-là. Et puis également, ça les permet aussi vraiment d'avoir beaucoup de revenus. Donc les femmes ont vraiment des places cruciales dans le développement économique au niveau du Burkina Faso, notamment dans le domaine agricole. D'accord. Alors quel est l'impact de cette crise sécuritaire et à la fois humanitaire sur l'entrepreneuriat agricole? Alors pour dire que la crise sécuritaire et à la fois humanitaire au Burkina Faso vraiment a joué un rôle beaucoup dans le développement des femmes au niveau rural parce que il y a eu beaucoup de femmes qui se sont déplacées de leur zone de confort pour venir à autre zone. Donc du coup ça les a permis, en fait les revenus sont vraiment venus à la baisse. Également au niveau des différentes communautés, il y a beaucoup qui ne trouvent pas vraiment leur place comme il était avant. Donc également avec les déplacements massifs aussi, ça ne les permet pas d'être autonomes comme il était avant. Donc vraiment ça jouait vraiment un point clé à ce niveau-là. Donc ça a vraiment joué sur leur économie et tout. D'accord. Ouais. Alors avec l'avènement de cette crise, quelles ont été les initiatives entreprises par l'État pour accompagner ces dames-là? Alors pour dire que à ce niveau, ce que l'État a pu vraiment entreprendre pour accompagner les femmes dans ce domaine-là, il faut dire qu'aujourd'hui, je prends l'exemple au niveau des Hauts-Bassins ici, je sais que l'État a créé un cadre vraiment où ces femmes-là peuvent vraiment se trouver pour s'échanger des idées et aussi ils ont vraiment fait des champs dans lesquels ces différentes femmes-là se retrouvent à chaque moment pour vraiment travailler et avoir quelque chose comme revenu. Également dehors de ça aussi, il y a beaucoup de renforcement des capacités, notamment des formations dans le domaine de leadership féminine, également dans la transformation agroalimentaire. Donc il y a beaucoup de formations quand même qui sont rentrées en compte pour vraiment pallier à ces vides-là.
Donc, en tout cas, l'État a vraiment fait sa part dans cette chose-là. D'accord. Alors, est-ce que les femmes arrivent vraiment à accéder à ces initiatives entreprises par l'État? Alors, il faut noter que les initiatives de l'État, il faut noter que la femme, dans nos coutumes, la femme est un peu marginalisée. Donc, pour dire qu'il n'arrive pas vraiment à avoir l'égalité du genre au niveau notamment de la terre. Donc, ça vraiment, c'est un problème qui est vraiment crucial. Donc, également au niveau des différentes garanties, il faut dire que la femme aussi a ses accès limités. Donc, ça vraiment, souvent quand même, ils ont quand même un blocus à ce niveau-là. Donc ça ne les permet pas vraiment d'être épanouis à 100% comme il le fallait. D'accord. Oui. Alors, vu l'importance même de l'entrepreneuriat agricole des femmes dans l'économie du Burkina Faso, quelles propositions vous pouvez faire pour son développement? Alors, comme proposition, s'il y avait des possibilités que l'État puisse vraiment multiplier les formations et également aussi alléger au fait, le coût des garanties et également aussi le taux de pourcentage au niveau des crédits, s'il pouvait vraiment revoir les taux de crédit à la baisse pour que les femmes au niveau rural aussi puissent vraiment bénéficier de ça et puis aussi développer vraiment la communication parce que les femmes au niveau des zones reculées, on n'a pas vraiment accès aux mêmes informations que les femmes qui sont dans les grandes villes. Donc ça, au niveau des villages, c'est de vraiment développer la communication, notamment les radios, les groupes WhatsApp également aussi, même si c'est par les appels téléphoniques, pour que les femmes au niveau au fond des différents villages puissent vraiment avoir accès à l'information. Alors, Monsieur Ouattara, nous sommes déjà à la fin de notre interview avec vous. Okay. Mais avant de vous laisser partir, nous allons jouer à notre jeu de la boîte magique. Okay. Le principe est simple, vous tirez juste un bout de papier dans la boîte magique et vous l'exécutez. Ok. On peut y aller? Oui, avec plaisir. Donc, vous tirez. J'ai lu, hein? Oui. Ah. Quelle est votre plus grande fierté? Alors, pour dire que ma plus grande fierté aujourd'hui, je dirais que vraiment que j'ai quand même mon entreprise qui est là ici formellement sur papier aujourd'hui. Ça c'est vraiment une fierté pour moi. Aujourd'hui j'emploie minimum 4 personnes permanentes, également 20 personnes temporaires. Ça c'est vraiment une fierté pour moi. Donc aux jeunes frères qui nous écoutent actuellement, l'appel que j'ai à lancer envers eux pour dire que le développement agricole vraiment nourrit son homme et on ne fait pas de demande à qui que ce soit. Il suffit d'avoir juste une portion de terre pour vraiment développer ses compétences. Donc c'est ensemble qu'on pourra. Aujourd'hui on a la chance que l'État actuel a vraiment une partie de ses progénitures sur l'agriculture. Donc les jeunes, si vous nous écoutez, notamment les jeunes filles comme les jeunes garçons, si vous nous écoutez, vous êtes vraiment la bienvenue pour qu'ensemble on puisse vraiment développer le secteur agricole du Burkina Faso en général. Je vous remercie. Merci. Nous sommes à la fin de notre entretien avec vous. Alors, quel est votre mot de fin à l'endroit de nos internautes? Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de nos internautes? Alors, comme mot de fin, c'est de dire à nos jeunes frères et nos jeunes sœurs qui nous écoutent actuellement pour dire que le développement agricole nourrit bien son homme. Il faudrait qu'ensemble qu'on puisse venir pour voir les opportunités qui s'ouvrent au sein de l'agriculture avec grand A pour qu'ensemble on puisse vraiment développer l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Après la crise sécuritaire, c'est la crise alimentaire qui va venir. Donc il faudrait vraiment qu'on puisse vraiment s'atteler pour vraiment pallier à cela, pour ne pas qu'on retombe dans les mêmes pièges. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Merci. Fidèles internautes, nous sommes à la fin de ce numéro et c'est un plaisir et un honneur pour moi de vous avoir entretenu ces quelques minutes, espérant bien que chacun a pu tirer son compte de nos différentes interviews. On se donne rendez-vous pour bientôt, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube, activez la cloche de notification. Bye bye et à bientôt.